Histoire 1. J'ai élevé mes 3 frères et sœurs depuis l'âge de 19 ans, et ma petite amie m'a traité de porc dégoûtant pour avoir aidé ma sœur lors d'une urgence liée à ses règles. Ensuite, elle a commencé à nous harceler dans les parcs et les supermarchés et a même essayé de faire sortir mes enfants du collège, alors je l'ai fait arrêter. Je suis un homme de 29 ans, Thomas, et j'élève mes 3 jeunes frères et sœurs depuis mes 19 ans. Ma sœur, Léa, a maintenant 17 ans, et mes frères et sœurs jumeaux, Hugo et Camille, viennent d'avoir 13 ans. Nos parents n'étaient pas aptes à s'occuper de qui que ce soit. Ma mère est partie quand j'avais 16 ans et notre père passait le plus clair de son temps à boire. Quand Léa est née, je savais que les choses ne feraient qu'empirer. Au moment où je suis devenu légalement majeur, je faisais déjà la majeure partie de l'éducation de toute façon. Je nous ai fait déménager dès que j'ai pu obtenir la garde légale. J'ai cumulé 2 emplois tout en terminant mon diplôme à distance. Nous avons emménagé dans une petite maison de location que je pouvais à peine me permettre, mais elle était à nous et elle était sûre. Au fil des années, j'ai construit une vie stable pour nous tous. J'ai obtenu un emploi décent dans la gestion logistique il y a 3 ans. Le salaire était assez bon pour que je puisse acheter une maison dans un quartier pavillonnaire calme avec un jardin. Léa réussissait bien au lycée et prévoyait d'aller à l'université l'année prochaine. Hugo aimait le football et les jeux vidéo. Camille était la plus calme, toujours en train de lire ou de dessiner dans son carnet de croquis. Il m'appelait par mon prénom la plupart du temps, mais Hugo faisait parfois un lapsus et m'appelait papa, surtout quand il était plus jeune. Je ne le corrigeais jamais. Ils étaient ma responsabilité et je prenais cela au sérieux. J'ai rencontré ma petite amie, Sarah, il y a environ 14 mois lors d'un événement professionnel. Elle avait 27 ans et travaillait dans le marketing pour une entreprise sous contrat avec la nôtre. Le courant est passé immédiatement. Elle était drôle et facile à vivre. Nous avons commencé à sortir sérieusement ensemble après quelques semaines. Elle semblait comprendre ma situation avec mes frères et sœurs. Elle venait régulièrement dîner et s'entendait bien avec eux 3. Léa l'aimait bien parce que Sarah lui parlait de Parcoursup et des options de carrière. Les jumeaux l'aimaient bien parce qu'elle apportait de bons goûters et ne les traitait pas comme des petits-enfants. Tout semblait aller bien jusqu'au mois dernier. Léa était restée dormir chez une amie pour travailler sur un projet scolaire. Elle devait présenter quelque chose pour leur cours d'histoire et était restée debout tard pour le finir. Elle m'a envoyé un SMS vers minuit pour me dire qu'elle dormait là-bas et qu'elle serait de retour le matin. Je lui ai dit que c'était bon et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé vers 6h15 au son de quelqu'un qui bougeait dans la cuisine. Sarah dormait encore à côté de moi. Je me suis levé et j'ai trouvé Camille debout près de l'évier. Elle pleurait mais essayait de rester silencieuse. Son pantalon de pyjama avait une tache et elle tenait une boule d'essuie-tout. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Je me suis approché et lui ai demandé si elle allait bien. Elle a secoué la tête et a commencé à pleurer plus fort. Je lui ai dit que c'était tout à fait normal et qu'elle allait bien. Je lui ai expliqué que son corps subissait simplement des changements et que c'était quelque chose qui arrivait à toutes les femmes. Elle a hoché la tête mais semblait toujours bouleversée. Je lui ai dit d'aller prendre une douche et de mettre des vêtements propres. Je lui ai rappelé que Léa gardait des protections périodiques dans le placard de la salle de bain sous le lavabo. Léa lui avait montré où tout se trouvait il y a environ 1 an, lorsque nous avions eu une conversation sur la puberté, mais Camille ne s'attendait clairement pas à ce que cela arrive maintenant. Après que Camille soit montée à l'étage, je suis resté dans la cuisine un moment. J'ai passé ma main dans mes cheveux et j'ai murmuré pour moi-même que je pensais que nous avions plus de temps. Léa avait 14 ans quand elle a commencé, alors j'avais supposé que Camille aurait à peu près le même âge. Je n'étais pas préparé à ce que cela arrive à 13 ans. J'avais des fournitures à la maison parce que Léa les utilisait, mais je n'avais pas parlé récemment à Camille de ce à quoi s'attendre ou de ce qu'il fallait faire. J'ai pris note mentalement d'envoyer un SMS à Léa plus tard pour lui demander d'avoir une autre conversation avec Camille à propos de tout ça. Quand je me suis retourné, Sarah se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait une expression étrange sur le visage. J'ai demandé si elle allait bien. Elle n'a rien dit au début. Puis Camille est redescendue, portant des vêtements différents. Ses yeux étaient encore rouges, mais elle avait l'air plus calme. J'ai demandé si elle ressentait une douleur ou un inconfort. Elle a dit qu'elle avait un peu mal au ventre. J'ai hoché la tête et lui ai dit que c'était normal et qu'elle pouvait prendre un Spasfon ou du paracétamol si ça empirait. Ensuite, je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine. J'ai expliqué tout le processus aussi clairement que possible.
Je lui ai dit que cela arriverait chaque mois et que cela durait généralement quelques jours. J'ai expliqué que son corps se préparait à l'âge adulte et que c'était une chose saine et naturelle. J'ai mentionné que Léa avait vécu la même chose et qu'elle pouvait parler à Léa de toutes les questions qu'elle avait. J'ai aussi dit que Léa en saurait plus sur les différents produits et ce qui pourrait le mieux fonctionner pour elle. Je lui ai rappelé qu'elle pouvait toujours venir me voir si elle avait besoin de quoi que ce soit, mais que je comprenais si elle préférait parler à Léa. Camille a hoché la tête et a dit qu'elle comprenait. Elle a demandé si elle pouvait manquer le collège. Je lui ai dit que c'était d'accord et que j'appellerais la vie scolaire pour dire qu'elle était malade. Elle est retournée dans sa chambre. Je me suis retourné vers Sarah, et c'est là que j'ai vu l'expression sur son visage. Elle avait l'air dégoûtée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a fixé un moment puis a dit que j'étais grossier. Je n'ai pas compris. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que ce que je venais de faire était inapproprié. Elle a dit qu'aucun frère ne devrait en savoir autant sur le corps de sa sœur. Elle a dit que c'était glauque que j'ai tout expliqué à Camille avec autant de détails. Elle a dit que j'aurais dû appeler Léa et la faire rentrer pour s'en occuper. Ou mieux encore, j'aurais dû demander à Sarah de parler à Camille à la place, puisque Sarah était une femme et que cela aurait été plus approprié. Je l'ai juste regardée. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je lui ai dit de partir. Elle a commencé à argumenter, mais je me suis répété. Je lui ai dit de sortir de chez moi. Elle a pris ses affaires et est partie. Je n'ai pas crié ni donné d'explications supplémentaires. Je voulais juste qu'elle parte. Le reste de la journée a été calme. J'ai appelé le collège pour signaler l'absence de Camille et je lui ai préparé son petit déjeuner préféré. Léa est rentrée vers midi et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est immédiatement montée voir Camille. J'ai envoyé un SMS à mon patron pour dire que je devais prendre une journée pour enfants malades. J'ai passé l'après-midi à faire la lessive et à nettoyer la cuisine. Léa est redescendue plus tard et a dit que Camille allait bien et qu'elles avaient parlé de tout. Léa n'a pas posé de questions sur Sarah. Je n'ai pas abordé le sujet. Sarah m'a envoyé un SMS ce soir-là. Elle a dit qu'elle était désolée de la façon dont elle avait dit les choses, mais qu'elle pensait toujours que j'avais franchi une limite. Elle a dit qu'il n'était pas normal qu'un homme soit aussi impliqué dans les questions de santé personnelle d'une adolescente. Elle a dit que j'aurais dû gérer cela différemment. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à la maison. Léa a ouvert la porte et j'ai entendu des voix s'élever. Je suis allé dans le hall d'entrée et j'ai vu Léa debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Sarah était sur le perron, essayant d'entrer. Léa lui criait dessus et l'insultait. Elle accusait Sarah d'essayer de me faire passer pour une sorte de pervers. Elle disait que Sarah essayait de détruire notre famille. Je me suis avancé et j'ai dit à Léa de rentrer. Elle a lancé un dernier regard noir à Sarah puis est montée à l'étage. J'ai dit à Sarah qu'elle devait partir. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser. J'ai dit que je m'en fichais. Elle a dit que j'étais déraisonnable et que nous devions parler. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dire et qu'elle devait quitter ma propriété. Elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne voulait blesser personne. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Le lendemain, j'ai reçu un appel du collège. La secrétaire a dit que quelqu'un avait essayé de faire sortir Hugo et Camille en utilisant un faux mot. Le mot prétendait venir de moi et disait qu'il y avait une urgence familiale. La secrétaire me connaissait assez bien pour appeler et vérifier avant de laisser partir les enfants. Je lui ai dit que je n'avais envoyé aucun mot et j'ai demandé qui avait essayé de les récupérer. Elle a dit que c'était une femme qui prétendait être une amie de la famille. J'ai demandé une description et mon estomac s'est noué. C'était Sarah. J'ai dit à la secrétaire de ne laisser partir mes frères et sœurs avec personne d'autre que moi ou Léa. Je l'ai remercié d'avoir appelé et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé la police. Mise à jour. Je ne m'attendais pas à publier une mise à jour, mais les choses ont empiré. Après mon message initial, plusieurs personnes m'ont conseillé d'obtenir une ordonnance de protection. J'ai pris ce conseil au sérieux. J'ai appelé le commissariat le jour même où Sarah a essayé de récupérer Hugo et Camille au collège. J'ai déposé une main courante et expliqué tout ce qui s'était passé. Le policier a été utile et m'a dit de commencer à tout documenter pour pouvoir porter plainte officiellement. La semaine suivante, Sarah a essayé de me contacter constamment. Elle appelait de différents numéros. Elle envoyait des emails. Elle s'est présentée à mon travail 2 fois.
La deuxième fois, la sécurité a dû l'escorter hors de la propriété. J'ai tout sauvegardé. J'ai fait des captures d'écran des messages et des emails. J'ai tenu un journal de chaque fois où elle se présentait quelque part. Léa était furieuse. Elle voulait confronter Sarah, mais je lui ai dit de ne pas s'en mêler. Hugo et Camille étaient confus. Ils demandaient pourquoi Sarah agissait ainsi. Je ne suis pas entré dans les détails. Je leur ai juste dit que Sarah et moi avions rompu et qu'elle avait du mal à l'accepter. Léa connaissait toute l'histoire parce qu'elle était là, mais je ne voulais pas tout expliquer aux jumeaux. Ils avaient déjà assez à gérer. Sarah a aussi commencé à se montrer dans des endroits où elle savait que nous serions. Elle s'est présentée au supermarché alors que je faisais des courses avec Camille. Elle s'est tenue au bout de l'allée et nous a juste fixés. J'ai attrapé la main de Camille et j'ai marché vers l'accueil du magasin. J'ai expliqué au directeur ce qui se passait et il a appelé la police municipale. Le temps qu'ils arrivent, Sarah était partie. Elle a fait la même chose au stade où Hugo avait son entraînement de football. Elle s'est assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue et a regardé. Hugo l'a remarqué et a demandé pourquoi elle était là. Je lui ai dit de l'ignorer et de se concentrer sur son entraînement. Après la fin de l'entraînement, je suis allé vers sa voiture et lui ai dit qu'elle devait arrêter. Elle a baissé la vitre et a dit qu'elle voulait juste parler. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur et qu'elle tenait toujours à moi. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait était du harcèlement et que j'allais porter plainte. Elle a recommencé à pleurer et a dit que je réagissais de manière excessive. Je suis retourné à ma voiture et j'ai ramené Hugo à la maison. Le point de rupture est arrivé quand Sarah a contacté le collège de mes frères et sœurs à nouveau. Cette fois, elle n'a pas essayé de les récupérer. Au lieu de cela, elle a appelé le secrétariat et a prétendu être une parente inquiète. Elle leur a dit qu'elle s'inquiétait pour le bien-être de Camille parce que je ne gérais pas ses problèmes de santé de manière appropriée. Elle a suggéré que l'établissement devrait faire un signalement aux services sociaux. La conseillère principale d'éducation, CPE, m'a appelé immédiatement. Elle a dit qu'ils étaient tenus de prendre en compte tout signalement, mais qu'elle voulait entendre ma version d'abord. J'ai expliqué toute la situation. Je lui ai parlé de la rupture et du harcèlement. Je lui ai montré les récépissés de dépôt de plainte. La CPE a été compréhensive et a dit qu'elle documenterait tout. Elle a également suggéré que je fasse accélérer la procédure judiciaire. Je l'ai remercié et je suis parti. Cet après-midi-là, je suis allé au tribunal judiciaire avec toute ma documentation. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. J'avais des photos de Sarah se montrant à divers endroits. J'avais des captures d'écran des messages et des emails. J'avais les rapports de police. Le greffier a tout examiné et a dit qu'un juge prendrait une décision rapidement. Le juge a accordé l'ordonnance de protection une semaine plus tard. Elle interdisait à Sarah de me contacter ou de contacter mes frères et sœurs de quelque manière que ce soit. Elle lui interdisait également de s'approcher à moins de 150 mètres de notre maison, de leur collège ou de mon lieu de travail. J'ai fait signifier l'ordonnance par un huissier de justice. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Ce ne fut pas le cas. Sarah s'est présentée à des endroits où, techniquement, elle ne violait pas l'ordonnance. Elle restait juste à l'extérieur de la limite des 150 mètres au parc. Elle passait lentement devant notre maison en voiture, mais ne s'arrêtait pas. Elle faisait attention à ne pas nous approcher directement, mais sa présence était constante. J'ai appelé la police à chaque fois, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire à moins qu'elle ne viole les termes spécifiques de l'ordonnance de manière flagrante. Léa a commencé à avoir du mal à dormir. Elle vérifiait les verrous des portes et des fenêtres plusieurs fois avant de se coucher. Hugo est devenu plus calme. Camille a arrêté d'aller au parc pour dessiner. J'ai essayé de garder les choses aussi normales que possible, mais la tension dans la maison était évidente. Puis la semaine dernière, il s'est passé quelque chose qui m'a fait réaliser jusqu'où Sarah était prête à aller. Je prenais le courrier un après-midi quand j'ai vu un agent immobilier faire visiter la maison d'Aix-en-Grave-Côté. Notre voisin avait déménagé il y a 2 mois et la maison était restée vide. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je voie qui était avec l'agent. C'était Sarah. Elle m'a vu et a souri. Elle s'est approchée de la clôture mitoyenne et a dit qu'il semblait que nous allions être voisins. L'agent avait l'air confus. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une copie de l'ordonnance de protection. Son visage a blêmi. Il s'est immédiatement éloigné de Sarah et a demandé si ce que je lui montrais était réel. J'ai hoché la tête.
Il a dit à Sarah qu'il ne pouvait pas faire affaire avec elle et est retourné à sa voiture. Sarah a commencé à crier. Elle a dit que je gâchais sa vie. Elle a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était arranger les choses et que j'étais cruel. Je n'ai pas répondu. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai appelé le 17. La police est arrivée en 10 minutes. Je leur ai montré l'ordonnance et expliqué ce qui s'était passé. L'agent immobilier était resté et a fait une déposition. Il a dit que Sarah avait spécifiquement demandé à voir la maison à côté de la mienne. Elle lui avait dit qu'elle voulait être proche de quelqu'un qui comptait pour elle. La police a arrêté Sarah sur le champ. Elle a été placée en garde à vue pour violation de l'ordonnance de protection. J'ai appris plus tard qu'elle avait été libérée sous contrôle judiciaire le lendemain, en attente de son jugement, mais l'accusation était assez grave pour qu'elle risque une peine de prison. Le jour après son arrestation, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Sarah louait un appartement auprès de la même agence immobilière qui gérait plusieurs maisons dans notre quartier, y compris celle d'Aix-en-Grave-Côté. L'agence a décidé de ne pas renouveler son bail. Elle avait un mois pour déménager. Depuis lors, je n'ai pas vu Sarah. J'ai entendu par un ami commun qu'elle était retournée chez ses parents dans une autre région. Ce même ami m'a appelé la semaine dernière et a dit que j'étais trop dur. Il a dit que Sarah avait fait des erreurs, mais que j'avais détruit sa vie. Il a dit qu'elle avait perdu son appartement et qu'elle risquait de perdre son emploi à cause des poursuites. Je lui ai dit que Sarah avait fait ses propres choix et que je n'avais fait que protéger ma famille. Il a dit que j'étais vindicatif. Je lui ai raccroché au nez et j'ai bloqué son numéro aussi. Léa a demandé si c'était vraiment fini. Je lui ai dit que je le pensais. Hugo a demandé si Sarah reviendrait. J'ai dit que je ne pensais pas qu'elle le ferait. Camille n'a rien demandé. Elle est juste retournée à son carnet de croquis. Mise à jour 2, je pensais que la situation avec Sarah était terminée. Elle avait déménagé dans une autre région et je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis plus d'un mois. Puis, il y a 3 semaines, j'ai commencé à recevoir des appels de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le premier appel est venu d'un ancien collègue. Il a dit qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait connaître ma version de l'histoire. Je lui ai demandé ce qu'il avait entendu. Il a dit que Sarah avait publié quelque chose sur les réseaux sociaux affirmant que j'avais manipulé la situation pour la faire arrêter. Elle a dit qu'elle avait seulement essayé d'aider ma sœur et que j'avais tout déformé pour la faire passer pour la méchante. Je lui ai dit la vérité. Il a dit qu'il me croyait et qu'il voulait juste prendre des nouvelles. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Puis d'autres appels sont arrivés. Certaines personnes me croyaient, d'autres non. Quelques amis communs de l'époque où Sarah et moi sortions ensemble m'ont contacté. La plupart d'entre eux avaient entendu sa version des faits. Elle avait omis la partie où elle me traitait de porc dégoûtant et celle où elle essayait de faire sortir mes frères et sœurs du collège. Elle avait aussi omis la violation de l'ordonnance de protection. Au lieu de cela, elle disait aux gens que je l'avais mise à la porte pour un simple désaccord et que j'avais ensuite utilisé mes relations pour ruiner sa vie. Je n'ai pas répondu à la plupart des messages. Je ne ressentais pas le besoin de me défendre auprès de gens qui étaient prêts à la croire sans demander ma version. Mais les appels ont continué. Une personne m'a dit que Sarah vivait chez ses parents et qu'elle avait du mal à trouver un nouvel emploi à cause de son casier judiciaire. Une autre personne a dit que la mère de Sarah les avait appelés pour demander des attestations de moralité afin d'aider Sarah au tribunal. Je ne suis entré dans le jeu de personne. Léa était frustrée. Elle voulait que je publie ma propre déclaration en ligne pour rétablir la vérité. Je lui ai dit que ça n'aiderait pas. Les gens qui voulaient croire Sarah la croiraient quoi que je dise. Léa a soutenu que rester silencieux donnait l'impression que j'avais quelque chose à cacher. Je n'étais pas d'accord. J'ai dit que la justice avait déjà tranché en ma faveur et que c'était tout ce qui comptait. Puis, il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de mon père. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 10 ans. Après que j'ai pris la garde de mes frères et sœurs, il avait clairement fait savoir qu'il pensait que je faisais une erreur. Il disait que j'étais trop jeune et que je regretterais d'avoir assumé cette responsabilité. Il a aussi dit qu'il pensait que j'étais injuste envers notre mère en gardant les enfants loin de sa famille. Je lui ai dit que notre mère était partie et n'avait jamais essayé de nous contacter. Il m'a accusé de monter les enfants contre elle. J'ai arrêté de lui parler après ça, mais maintenant il appelait. Il a dit qu'il avait été contacté par la mère de Sarah. Elle l'avait trouvé via les réseaux sociaux et l'avait contacté pour lui parler de la situation. Mon père a dit qu'il appelait pour me dire que j'étais allé trop loin.
Il a dit que Sarah essayait juste d'aider et que j'aurais dû être reconnaissant au lieu d'être vindicatif. Je lui ai demandé comment il pouvait penser savoir ce qui s'était passé. Il a dit que la mère de Sarah avait tout expliqué. Je lui ai dit que la mère de Sarah ne savait que ce que Sarah lui avait raconté. Il a dit que j'avais toujours eu un problème avec l'autorité et avec les gens qui essayaient de m'aider. J'ai raccroché. L'appel m'a perturbé plus que je ne voulais l'admettre. Je n'avais pas pensé à mon père depuis des années. Entendre sa voix a fait remonter beaucoup de vieilles frustrations. Léa a remarqué que j'étais distrait ce soir-là et a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai parlé de l'appel. Elle a dit que notre père était un idiot et que je ne devrais pas le laisser m'atteindre. J'étais d'accord, mais le mal était fait. J'ai passé les jours suivants à penser à toutes les choses que j'aurais pu lui dire. Puis la semaine dernière, autre chose est arrivée. Camille est rentrée du collège bouleversée. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'une de ses camarades de classe lui avait posé des questions sur Sarah. La grande sœur de la camarade connaissait apparemment Sarah et avait entendu l'histoire. La camarade a demandé à Camille s'il était vrai que j'avais fait arrêter Sarah pour avoir essayé d'aider. Camille ne savait pas quoi dire. Elle a dit à la camarade que c'était plus compliqué que ça, mais la camarade a insisté. Finalement, Camille est juste partie. J'ai appelé le collège le lendemain et parlé à la CPE. J'ai expliqué que mes frères et sœurs étaient entraînés dans une situation d'adulte et que je voulais que cela cesse. La CPE a dit qu'elle en parlerait au professeur et s'assurerait que les enfants ne soient pas harcelés. Elle a aussi suggéré que je pourrais envisager de parler à Camille de ce qui s'était réellement passé pour qu'elle puisse se défendre si cela se reproduisait. J'y ai réfléchi et j'ai décidé qu'elle avait raison. Ce soir-là, je me suis assis avec mes 3 frères et sœurs. J'ai expliqué la situation plus en détail qu'auparavant. Je leur ai raconté ce que Sarah avait dit le matin où Camille a eu ses règles. J'ai expliqué que Sarah m'avait traité d'inapproprié et avait suggéré que je n'aurais pas dû être impliqué. Je leur ai parlé du harcèlement et de l'ordonnance de protection. Léa savait déjà la plupart de ces choses, mais pas Hugo et Camille. Ils ont écouté calmement. Quand j'ai fini, Hugo a demandé pourquoi Sarah pensait que c'était mal que j'aide Camille. J'ai dit que certaines personnes avaient des idées différentes sur ce qui était approprié. J'ai dit que Sarah croyait que seule une femme aurait dû parler à Camille de ce qui se passait. Camille a demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non. J'ai dit que j'avais fait ce que n'importe quel parent ferait. Hugo a hoché la tête. Léa a dit que Sarah était folle. Camille n'a rien dit d'autre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était de l'avocat de Sarah. La lettre disait que Sarah prévoyait de contester l'accusation de violation de l'ordonnance. Elle disait qu'elle avait l'intention de soutenir que je l'avais piégée en lui permettant de visiter la maison d'Aak sans grave côté puis en appelant la police. La lettre disait aussi que Sarah envisageait de déposer une plainte en diffamation contre moi pour atteinte à sa réputation. L'avocat demandait que je les contacte pour discuter d'une résolution. J'ai apporté la lettre à mon propre avocat. Il l'a lue et a dit que c'était surtout une tactique d'intimidation. Il a dit que Sarah n'avait aucun motif pour une plainte en diffamation parce que je n'avais fait aucune déclaration publique à son sujet. Il a aussi dit que sa défense pour la violation de l'ordonnance ne tiendrait pas au tribunal parce que l'agent immobilier avait déjà fait une déposition confirmant qu'elle avait spécifiquement demandé la maison à côté de la mienne. Mon avocat m'a conseillé d'ignorer la lettre et de laisser l'affaire pénale suivre son cours. J'ai suivi son conseil. Je n'ai pas répondu à l'avocat de Sarah. L'audience correctionnelle pour la violation de l'ordonnance est prévue pour le mois prochain. Mon avocat a dit que je devrais probablement témoigner. Je lui ai dit que j'étais prêt à le faire. Mise à jour 3. L'audience au tribunal a eu lieu il y a 2 semaines. J'ai dû prendre ma journée au travail. Léa voulait venir avec moi, mais je lui ai dit de rester à la maison avec Hugo et Camille. Mon avocat m'a retrouvé au palais de justice. Il a revu ce à quoi s'attendre une dernière fois. Il a dit que l'audience serait rapide et que j'avais juste besoin de répondre aux questions honnêtement. Sarah était là avec son avocat. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré. Son avocat a soutenu que la violation de l'ordonnance était un malentendu. Il a dit que Sarah n'avait pas réalisé que la maison d'Aak sans grave côté était dans la distance interdite. Il a aussi dit qu'elle ne m'avait pas approché directement et n'avait donc techniquement pas violé l'ordonnance. Mon avocat a présenté la déclaration de l'agent immobilier. L'agent a témoigné que Sarah avait spécifiquement demandé à voir la maison voisine de la mienne et qu'elle avait mentionné vouloir être proche de quelqu'un qui comptait pour elle.
Le juge a demandé à l'avocat de Sarah s'il avait des preuves pour contredire cela. Il n'en avait pas. Le juge a déclaré Sarah coupable. Elle a reçu une amende et a été condamnée à 30 jours de prison avec sursis probatoire, avec obligation de soins et interdiction de paraître à mon domicile ou celui de ma famille pendant 1 an. Si elle violait les conditions, elle purgerait la peine de prison. Sarah a commencé à pleurer quand le juge a lu le verdict. Son avocat a demandé la non-inscription au casier judiciaire, mais le juge a refusé. Après l'audience, mon avocat m'a dit que c'était fini. Il a dit que Sarah ne pourrait plus me contacter sans faire face à de graves conséquences. Je l'ai remercié et je suis parti. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté et j'ai pris des pizzas pour le dîner. Quand je suis rentré, Léa a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit que c'était fait. Elle a hoché la tête et a dit « Bien ». Hugo a demandé si Sarah allait nous laisser tranquilles maintenant. J'ai dit oui. Camille n'a rien demandé. Elle a juste pris sa part de pizza et est allée dans sa chambre. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de l'ami commun qui m'avait appelé des semaines plus tôt. Il a dit qu'il avait entendu parler de l'audience et qu'il voulait s'excuser. Il a dit que Sarah lui avait menti sur ce qui s'était passé et qu'il aurait dû demander ma version avant de me juger. Je lui ai dit que c'était bon, mais que je ne voulais pas rester en contact. Il a compris et m'a souhaité bonne continuation. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. Quelques jours après l'audience, j'ai reçu un message de la mère de Sarah. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir contacté mon père et d'avoir cru la version des faits de Sarah. Elle a dit qu'elle avait appris toute l'histoire grâce aux documents du tribunal et en parlant à l'agent immobilier. Elle a dit qu'elle aurait aimé connaître la vérité plus tôt. Elle a demandé si je serais prêt à lui parler. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message. Léa a obtenu son bac le mois dernier. Elle a été acceptée dans 3 universités et en a choisi une à environ 2 heures d'ici. Elle vivra en résidence universitaire mais assez près pour venir nous voir le week-end. Hugo a rejoint la section sportive football du lycée. Camille a rejoint un club d'art au collège et passe plus de temps avec des amis. Les choses sont lentement revenues à la normale. Je ne suis sorti avec personne depuis Sarah. Une collègue m'a demandé si j'étais intéressé pour sortir avec son amie, mais j'ai décliné. Je lui ai dit que je me concentrais sur mes frères et sœurs pour le moment. Elle a dit qu'elle comprenait. Peut-être que je sortirai à nouveau avec quelqu'un un jour, mais je ne suis pas pressé. Ma vie est assez remplie comme ça. Le sursis probatoire de Sarah durera encore 10 mois. Je ne sais pas ce qu'elle fait ni où elle est. Je ne vérifie pas ses réseaux sociaux. Je n'ai eu de nouvelles de personnes liées à elle. En ce qui me concerne, ce chapitre est clos. Mes frères et sœurs sont en sécurité. C'est tout ce qui compte pour moi. Maintenant, passons à l'histoire suivante. Histoire 2. Mon petit ami est soudainement dégoûté par mes poils. Il exige que je fasse une épilation au laser et que je paie moi-même, sinon il rompra avec moi. Hier, ma vie a basculé. Moi, Manon, 28 ans, je suis avec Julien, 33 ans, depuis 15 mois, et tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours quand il m'a lâché une bombe. Sorti de nulle part, il m'a dit que mes poils le dégoûtent. Pas juste un peu, mais au point où il prétend avoir des hauts le cœur à l'idée de les toucher. Pour le contexte, je ne suis pas particulièrement poilu. J'ai un duvet très blond sur les bras qu'on voit à peine à moins de le chercher. Je m'épile les jambes tous les mois et je garde ma zone intime entretenue régulièrement. Cela n'a jamais semblé être un problème auparavant. Nous avons été intimes d'innombrables fois, et il n'a jamais mentionné avoir un problème avec mes poils. Mais maintenant, soudainement, Julien a clairement indiqué que si je ne faisais pas d'épilation définitive au laser sur mes avant-bras, mes jambes et ma zone intime, il mettrait fin à notre relation. Et voici le pire, il s'attend à ce que je paie tout ça moi-même. Quand je lui ai demandé pourquoi c'était soudainement un si gros problème, il m'a dit qu'en refusant de faire ça, je ne prenais pas son bonheur en considération. Il a dit que si je ne pouvais pas faire ce petit sacrifice pour lui, qu'est-ce que je ne serais pas prête à sacrifier d'autre à l'avenir? Selon lui, c'était un test de mon engagement. J'ai été complètement prise au dépourvu. Je lui ai dit que j'acceptais mon corps tel qu'il est et que je ne voyais aucune raison de le modifier de façon permanente, surtout quand il n'avait jamais eu de problème avec ça avant. Quand j'ai mentionné que l'épilation au laser coûte cher, il a balayé mes inquiétudes, disant que ça ne coûte pas tant que ça et que je devrais voir ça comme une amélioration permanente de mon corps. Ce commentaire m'a vraiment piqué. Je ne considère pas l'élimination de mes poils naturels comme une amélioration.
Ce sont juste des poils. Ils poussent là naturellement. Je prends soin de mon hygiène et de mon apparence d'une manière qui me met à l'aise. Je me suis demandé si c'était sa façon d'essayer de rompre avec moi en faisant une demande scandaleuse qu'il savait que je n'accepterais pas. Mais en le regardant en parler, je pouvais voir qu'il était très sérieux au sujet de la question des poils elles-mêmes. Pour essayer de trouver un terrain d'entente, j'ai proposé de décolorer les poils de mes avant-bras, ce qui les rendrait pratiquement invisibles. Je lui ai dit que je ne voulais pas les épiler à la cire ou les raser parce que cela ferait repousser les poils plus foncés et plus durs. Mais il ne voulait rien entendre. Il a dit que même s'il ne pouvait pas les voir, il saurait qu'ils étaient là et que cette connaissance le dégoûterait tout autant. Je lui ai dit que ça ne me dérangerait pas de faire du laser sur mes jambes, mais je n'étais pas sûr de vouloir faire une épilation laser complète de ma zone intime. J'ai proposé de la garder entièrement épilée à la cire ou rasée si cela le rendait heureux, mais j'étais réticente à m'engager dans une élimination permanente de tous les poils dans cette zone. Je lui ai dit que c'était mon choix et qu'il ne devrait pas me mettre la pression, mais que j'y réfléchirais. Puis est venue la question de l'argent. J'ai dit que s'il insistait pour que je fasse du laser sur des zones que je ne voulais pas particulièrement faire, comme mes avant-bras, il était juste qu'il paie pour ça. Il a catégoriquement refusé, disant à nouveau que c'était une amélioration permanente de mon corps, donc que c'était à moi de payer. Toute cette situation semblait de plus en plus bizarre. Je lui ai demandé à nouveau s'il essayait juste de provoquer une rupture. Il a insisté sur le fait que non et a répété que c'était une chose idiote à refuser de ma part si je me souciais vraiment de le rendre heureux. Il continuait de dire qu'il m'aimait et voulait un avenir avec moi, mais maintenait que mes poils étaient rédhibitoires pour lui. Au cours des jours suivants, la pression s'est intensifiée. Nous ne vivons pas ensemble, mais il continuait de m'envoyer des devis de centres d'épilation au laser et me pressait de prendre une décision. Il disait des choses comme « Tu es l'amour de ma vie » dans un souffle, puis enchaînait avec « Tu dois apprendre à faire des concessions pour que cette relation fonctionne » juste après. Son comportement m'a complètement rebuté. Plus il insistait, plus je commençais à me demander si c'était quelqu'un avec qui je voulais construire un avenir. Il me donnait un ultimatum pour changer mon corps contre ma volonté et payer pour cela, ou perdre la relation. J'ai appelé ma mère et je lui ai parlé de la situation. Elle a été choquée par le comportement de Julien et m'a rappelé que quelqu'un qui m'aime vraiment ne me lancerait pas d'ultimatum sur mon corps. Mes deux frères, Mathieu et Nicolas, se sont joints à la conversation aussi. Et ils ont été encore plus directs sur ce qu'ils pensaient de Julien après avoir entendu ce qu'il exigeait. Mathieu m'a rappelé comment Julien avait fait d'autres commentaires contrôlants par le passé. Une fois, alors que nous étions à un barbecue familial, Julien m'avait dit que je ne devrais pas manger une autre part de gâteau parce que je devais surveiller ma ligne. Une autre fois, il a critiqué la couleur du vernis à ongles que je portais, disant que ça donnait l'air vieux à mes mains. J'avais balayé ces commentaires à l'époque, mais les entendre tous énumérés par mon frère m'a fait réaliser qu'un schéma se dessinait. Nicolas a rappelé comment Julien avait fait une scène lors de son dîner d'anniversaire parce que j'avais porté une tenue que Julien jugeait trop révélatrice. C'était une robe aux genoux avec des manches courtes. Julien m'avait prise à part au restaurant et m'avait dit que je l'embarrassais en m'exhibant devant d'autres hommes. En rentrant de chez ma mère en voiture, je me suis souvenu d'autres incidents. Comment Julien faisait défiler les réseaux sociaux et me montrait les défauts des femmes. Comment il comparait mon apparence à celle de célébrités ou de mannequins, trouvant toujours des points sur lesquels je n'étais pas à la hauteur. Le problème des poils ne sortait pas de nulle part. C'était juste la manifestation la plus extrême de quelque chose qui couvait depuis des mois. Quand je suis rentré, je me suis assise sur mon canapé avec mon chien Max, un croisé Golden Retriever que j'avais adopté il y a 2 ans. Max n'avait jamais beaucoup aimé Julien, se cachant toujours dans une autre pièce quand il venait. Les animaux sentent parfois les choses, et je commençais à penser que Max avait eu raison depuis le début. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je continuais d'imaginer un avenir avec Julien, me demandant quelle serait la prochaine exigence si je cédais sur celle-ci. Qu'est-ce qui viendrait après ? Déciderait-il que ma couleur de cheveux n'allait pas ? Que mes vêtements devaient changer ? Que mes amis n'étaient pas assez bien ? Où cela s'arrêterait-il ? Au matin, je savais ce que je devais faire. Ce n'était plus juste une question de poils. C'était une question de respect, d'autonomie et du genre de relation que je voulais pour moi-même. Julien avait franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé des dizaines de messages de Julien, chacun plus insistant que le précédent. Il avait envoyé des liens vers 3 centres laser différents, y compris leurs tarifs.
Il avait rédigé un emploi du temps pour que je prenne rendez-vous. Il avait même envoyé une photo de ce à quoi il pensait que mes bras devraient ressembler. C'était une image lourdement filtrée d'un mannequin aux bras complètement imberbes. C'était la goutte d'eau. Je savais que je ne pouvais pas continuer cette relation, mais je devais être intelligente sur la façon d'y mettre fin. Julien savait où j'habitais, avait une clé de mon appartement et avait montré des signes de contrôle. J'avais besoin d'un plan. J'ai appelé mon travail et parlé avec ma responsable, expliquant que j'avais besoin de quelques jours de congé pour gérer une situation difficile. Elle a été compréhensive et m'a donné congé jusqu'à lundi. Ensuite, j'ai appelé Mathieu, qui vivait dans une ville à environ 1 heure de là. Il m'a immédiatement proposé de rester chez lui jusqu'à ce que je décide de la suite. J'ai passé le reste de la matinée à regarder mon contrat de location. Il expirait dans 6 semaines de toute façon, donc le timing n'était pas terrible. J'avais déjà payé le loyer pour le mois en cours. Le dépôt de garantie couvrirait toutes les obligations restantes si je partais maintenant. Alors que je faisais un sac avec l'essentiel, Julien a appelé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un SMS disant que je réfléchissais à sa proposition et que je reviendrais vers lui bientôt. Je devais gagner du temps pendant que je trouvais comment sortir de cette relation en toute sécurité. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai rassemblé les documents importants, emballé des vêtements et des produits essentiels, et pris des dispositions pour Max. J'ai appelé ma propriétaire pour expliquer la situation, et elle a été étonnamment solidaire. Elle a accepté de me laisser rompre le bail plus tôt sans pénalité une fois qu'elle a compris que je quittais une relation malsaine. Le soir venu, j'avais un plan en place. Mathieu viendrait le lendemain avec son utilitaire pour m'aider à déménager mes affaires chez lui. En attendant, je resterais chez ma mère, qui habitait à proximité. Je dirais à Julien que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à sa proposition. Et une fois que j'aurais déménagé en sécurité, je romprais avec lui par SMS et bloquerais son numéro. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant chez ma mère, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la tristesse pour ce qui aurait pu être, mais surtout du soulagement d'avoir reconnu les signaux d'alarme avant que les choses n'aillent plus loin avec Julien. Je me suis endormi avec Max blotti contre moi, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des jours. Mise à jour cela fait 3 jours depuis mon post original, et il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, je veux remercier tous ceux qui ont commenté avec des conseils et du soutien. Cela m'a vraiment aidé à me sentir confiante dans ma décision de partir. Le lendemain matin après mon post, Mathieu est arrivé avec son camion comme prévu. Mon autre frère, Nicolas, est aussi venu à l'improviste pour aider, ce qui a rendu le déménagement beaucoup plus rapide. Mon appartement n'était pas très grand et je n'avais pas trop d'affaires, donc nous avons réussi à tout emballer en environ 4 heures. Pendant que nous faisions les cartons, Julien m'a envoyé plusieurs SMS demandant pourquoi je n'avais pas répondu à ses messages de la veille. Il avait envoyé plus de liens vers des centres laser et devenait de plus en plus insistant pour obtenir une réponse de ma part. Je savais que je devais le garder calme et loin de mon appartement jusqu'à ce que le déménagement soit terminé. J'ai donc rédigé un message conçu pour gagner du temps. J'ai envoyé un SMS à Julien disant que j'y avais réfléchi et décidé de procéder au traitement laser comme il l'avait demandé. Je lui ai dit que j'avais pris rendez-vous pour le lendemain et que je ne pourrais pas le voir immédiatement après à cause de l'irritation de la peau qui en résulterait, surtout dans les zones intimes. J'ai suggéré que nous nous retrouvions à mon appartement le vendredi soir, 3 jours plus tard, où je commanderais à emporter de son restaurant préféré et lui montrerais les résultats. Il a répondu immédiatement, clairement satisfait de ma capitulation apparente. Il a proposé d'aider en promenant Max si je souffrais trop après la procédure. J'ai décliné, disant que ma mère resterait avec moi et pourrait s'occuper des promenades du chien. Cela a semblé le satisfaire, et il a accepté d'attendre vendredi pour me voir. Avec Julien temporairement apaisé, nous avons fini de tout charger dans le camion de Mathieu et la voiture de Nicolas. Avant de partir, j'ai rencontré ma propriétaire pour rendre mes clés. J'ai expliqué la situation plus en détail, exprimant mon inquiétude que Julien puisse essayer d'entrer dans l'appartement après avoir réalisé que j'étais parti. Elle m'a assuré qu'elle changerait le barillet immédiatement et a proposé de me rendre mon dépôt de garantie intégralement, disant qu'elle comprenait la nécessité d'échapper à une relation malsaine. Le trajet jusqu'à la ville de Mathieu a pris environ 1 heure. Il vit dans une petite maison avec une chambre d'amis, qu'il avait débarrassée pour moi. Ce n'était pas très grand, mais c'était sûr et assez loin de Julien pour que je n'aie pas à m'inquiéter de le croiser par hasard.
Une fois que tout a été déchargé et que je fus installé chez Mathieu, le moment que je redoutais est arrivé, rompre avec Julien. Mathieu et Nicolas ont tous deux proposé de rester avec moi pour me soutenir moralement, mais j'ai décidé que c'était quelque chose que je devais faire seul. J'ai rédigé un SMS clair et direct. J'ai dit à Julien que je n'avais pas fait d'épilation au laser et que je n'avais aucune intention de le faire. J'ai expliqué que sa demande était déraisonnable et irrespectueuse et que je méritais un partenaire qui m'acceptait tel que je suis. J'ai déclaré fermement que notre relation était terminée et je lui ai demandé de ne plus me contacter. Avant de l'envoyer, je me suis assuré de l'avoir bloqué sur tous les réseaux sociaux et d'avoir les numéros de téléphone de mes frères et amis prêts au cas où j'aurais besoin de soutien. Ensuite, j'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Pendant environ 1 heure après, tout était calme. Puis mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'était Julien qui appelait depuis le téléphone d'un ami. Sa voix était un mélange de colère et d'incrédulité alors qu'il exigeait de savoir où j'étais et pourquoi j'avais disparu. J'ai raccroché sans répondre et j'ai bloqué ce numéro aussi. Au cours des heures suivantes, Julien a essayé de me contacter par divers moyens, email, messages via des amis communs, contactant même ma mère. Chaque fois, le message a été bloqué ou ignoré. Ma mère m'a envoyé un SMS pour dire que Julien s'était présenté chez elle à ma recherche, mais mon beau-père lui avait fermement dit de partir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque bruit me faisait sursauter, même si logiquement je savais que j'étais en sécurité chez Mathieu, et que Julien ne savait pas où c'était. Mathieu a installé une caméra de sécurité à sa porte d'entrée juste pour nous tranquilliser tous les deux. Le lendemain, la tactique de Julien a changé. Il a envoyé un email à un vieux compte que je consulte rarement, disant qu'il était désolé et qu'il avait réagi de manière excessive. Il a prétendu qu'il essayait seulement de m'aider à m'améliorer et ne voulait pas me contrarier. Il a demandé une autre chance et a promis de faire un compromis sur l'épilation au laser en insistant que sur les jambes et la zone intime, pas les bras. Lire son email a rendu encore plus clair le fait que j'avais pris la bonne décision. Même dans sa tentative de réconciliation, il essayait toujours de contrôler mon corps et mes décisions. J'ai passé le jour suivant à m'installer chez Mathieu et à essayer d'établir une nouvelle routine. J'ai mis à jour mon adresse auprès de la poste, de la banque et d'autres comptes importants. J'ai cherché des opportunités d'emploi dans la ville de Mathieu, pensant qu'un nouveau départ pourrait être bon pour moi. Max semblait bien s'adapter au nouvel environnement, profitant du jardin clôturé chez Mathieu, où il pouvait courir librement. Mathieu a été incroyablement solidaire, me laissant de l'espace quand j'en avais besoin, mais s'assurant aussi que je ne m'isolais pas. Il m'a présenté certains de ses amis dans la région, et ils ont tous été accueillants et gentils, ne demandant jamais de détails sur la raison de mon déménagement soudain. 5 jours après la rupture, Julien s'est présenté chez Mathieu. À ce jour, je ne sais pas comment il a trouvé l'adresse, peut-être par un ami commun qui ne comprenait pas la situation. Mathieu a ouvert la porte pendant que je me cachais dans la chambre avec Max, qui a commencé à aboyer immédiatement en entendant la voix de Julien. Mathieu m'a dit plus tard que Julien avait exigé de me parler, prétendant qu'il avait droit à une explication en face à face. Quand Mathieu a refusé de le laisser entrer, Julien a essayé de le bousculer pour passer. Mathieu, qui travaille dans le bâtiment et est considérablement plus costaud que Julien, l'a bloqué physiquement et a menacé d'appeler la police s'il ne partait pas immédiatement. Julien est finalement parti, mais pas avant d'avoir crié que je regretterais de le traiter ainsi. Cet incident m'a profondément secoué. Mathieu et moi avons convenu que nous devions prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Nous avons installé de meilleures serrures aux portes et nous sommes assurés que toutes les fenêtres étaient sécurisées. Mathieu a parlé de la situation à ses voisins pour qu'ils puissent nous alerter s'ils voyaient quelqu'un de suspect traîner dans les parages. Une semaine s'est écoulée sans aucun contact de Julien, et j'ai commencé à me détendre un peu. J'ai commencé à explorer la ville de Mathieu, emmenant Max en promenade dans différents quartiers, et j'ai même eu un entretien d'embauche dans une entreprise locale dans le même domaine que mon emploi précédent. Puis hier, j'ai reçu un gros colis par la poste. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai su immédiatement que ça venait de Julien. À l'intérieur se trouvait un épilateur à lumière pulsée à usage domestique avec une lettre manuscrite disant qu'il m'aimait toujours et voulait m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas lu la lettre en entier. Au lieu de cela, j'ai tout jeté à la poubelle et j'ai appelé mon psychologue pour programmer une séance d'urgence. Après tout ce qui s'était passé, ce cadeau ressemblait à une violation, un rappel que même après tout ce temps, Julien croyait toujours avoir le droit de dicter à quoi mon corps devait ressembler.
Aujourd'hui marque 2 semaines depuis que j'ai quitté mon appartement et mis fin aux choses avec Julien. Bien que la situation ne soit pas complètement résolue, je prends les choses au jour le jour et je me concentre sur la construction de ma nouvelle vie ici, dans la ville de Mathieu. L'entretien d'embauche s'est bien passé et j'ai bon espoir de recevoir une offre bientôt. Max s'épanouit dans son nouvel environnement, et l'avoir avec moi a été une source constante de réconfort. Je ne suis pas assez naïve pour penser que Julien va simplement disparaître de ma vie. Son comportement suggère qu'il n'est pas du genre à accepter le rejet facilement. Mais je suis entouré de personnes bienveillantes qui m'aident à rester forte et en sécurité alors que je traverse cette transition difficile. Mise à jour 2. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager comment les choses ont évolué. La bonne nouvelle est que j'ai obtenu le poste pour lequel j'avais passé un entretien. C'est dans une agence de marketing similaire à mon précédent employeur, mais avec de meilleurs avantages et un salaire légèrement plus élevé. J'ai commencé il y a 2 semaines, et jusqu'à présent, j'apprécie le travail et les gens. Mathieu m'a aidé à trouver un appartement abordable non loin de chez lui. C'est un 2 pièces avec un petit jardin, ce qui est parfait pour Max. Le propriétaire est un ami de Mathieu qui a accepté d'être flexible sur les termes du bail étant donné ma situation. J'ai emménagé le week-end dernier, et même si c'est encore assez sommaire, j'acquiers doucement des meubles. Ça fait du bien d'avoir mon propre espace à nouveau. Quant à Julien, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Après avoir envoyé l'appareil laser domestique, il a intensifié ses tentatives pour me contacter. Il a créé de nouvelles adresses e-mail quand j'ai bloqué les anciennes, a essayé de me joindre via des contacts professionnels, et a même créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour essayer de me suivre. Le pire incident s'est produit il y a environ 3 semaines. Je rentrais à pied un soir près de chez Mathieu avant de déménager dans mon nouvel endroit quand une voiture s'est arrêtée à côté de moi. C'était Julien. Il est sorti et a commencé à marcher vers moi, disant qu'il voulait juste parler. Max s'est mis en mode protecteur, se tenant entre nous et grognant, chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. J'ai dit à Julien de rester en arrière et que j'allais appeler la police s'il ne partait pas immédiatement. Il a continué d'avancer, disant que je réagissais de manière excessive et qu'il voulait juste 5 minutes de mon temps. J'ai commencé à reculer tout en sortant mon téléphone pour appeler Mathieu, qui n'était qu'à un pâté de maison. Julien a vu ça et s'est finalement arrêté, mais pas avant de dire que je faisais une énorme erreur et que personne ne m'aimerait jamais comme lui. Après cette rencontre, Mathieu et Nicolas ont insisté pour que je parle à la police afin d'obtenir une ordonnance de protection. J'étais réticente au début, cela semblait être une mesure si radicale, mais après en avoir discuté avec eux et mon psychologue, j'ai réalisé que c'était nécessaire pour ma sécurité et ma tranquillité d'esprit. Le processus a été plus simple que je ne le pensais. J'ai fourni des documents sur le comportement de Julien, les SMS avec ses exigences sur mes poils, les emails qu'il a envoyés après que j'ai bloqué son numéro, les déclarations de Mathieu sur le fait que Julien s'était présenté chez lui et avait essayé de forcer l'entrée, et mon propre récit de la rencontre en promenant Max. Le juge aux affaires familiales a accordé une ordonnance de protection temporaire, qui a ensuite été prolongée après que Julien ne se soit pas présenté à l'audience pour la contester. Avoir l'ordonnance en place m'a donné la confiance nécessaire pour aller de l'avant et prendre mon propre appartement. Le jour après mon emménagement, des fleurs sont arrivées à ma porte. Il n'y avait pas de carte, mais je savais qu'elles venaient de Julien. J'ai appelé le commissariat pour signaler la violation de l'ordonnance, et ils ont pris cela au sérieux, contactant le fleuriste, qui a confirmé que Julien avait passé la commande. Ils l'ont convoqué et averti que tout autre contact entraînerait son placement en garde à vue. Cela semble avoir finalement été compris. Cela fait 2 semaines depuis l'incident des fleurs, et je n'ai pas eu de nouvelles de lui ni remarqué de signe qu'il essayait de surveiller mes activités. Ma famille a été incroyablement solidaire tout au long de cette épreuve. Ma mère est venue me rendre visite la semaine dernière et m'a aidé à décorer mon nouvel appartement. Nicolas prend des nouvelles régulièrement par téléphone, et Mathieu et moi dînons ensemble au moins 1 fois par semaine. J'ai aussi renoué avec de vieux amis et je m'en suis fait de nouveau au travail et dans mon immeuble. Toute cette expérience a été révélatrice. Quand Julien a fait ses demandes sur mes poils pour la première fois, j'étais choquée et confuse. Mais une partie de moi se demandait si je réagissais de manière excessive. Maintenant, avec du recul, je peux voir que c'était juste l'exemple le plus extrême d'un comportement contrôlant qui avait été présent depuis le début. Les commentaires sur mes vêtements, mon poids, mes amis, tout cela faisait partie du même schéma. J'ai reçu un email de la sœur de Julien la semaine dernière. Elle s'excusait de me contacter, mais disait qu'elle s'inquiétait pour lui et voulait comprendre ce qui s'était passé.
Je lui ai donné une brève explication, sans entrer dans trop de détails, mais en indiquant clairement que son comportement avait été contrôlant et m'avait fait sentir en insécurité. Elle a répondu qu'elle n'était pas surprise. Apparemment, il avait montré des comportements similaires dans des relations précédentes. Elle m'a remercié pour l'information et a dit qu'elle essaierait de le faire consulter un professionnel. Bien que je ne souhaite aucun mal à Julien, je ne me soucie plus de ses sentiments ou de son bien-être. Je me concentre maintenant sur la construction de ma nouvelle vie et sur le fait de prendre soin de moi et de Max. L'ordonnance de protection est en place. J'ai un travail que j'aime, un endroit sûr où vivre et un réseau de soutien familial et amical. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai l'impression de pouvoir respirer librement. Mise à jour 3, mise à jour finale 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et je suis heureuse d'annoncer que la vie a trouvé un rythme paisible. Mon travail à l'agence de marketing se passe bien. J'ai récemment reçu une petite promotion, et je dirige maintenant ma propre équipe de 3 personnes. Le travail est stimulant mais épanouissant, et mes collègues sont devenus de bons amis. Mon appartement ressemble à un vrai chez moi maintenant. Je l'ai meublé petit à petit avec des pièces que j'aime vraiment, y compris une belle table à manger d'occasion que Mathieu m'a aidé à retaper. Max s'est complètement adapté à notre nouvelle vie et profite de ses promenades quotidiennes dans le parc voisin où il s'est fait de nombreux amis canins. Quant à Julien, l'ordonnance de protection a été efficace. Il n'a pas tenté de me contacter depuis l'incident des fleurs que j'ai mentionné dans ma dernière mise à jour. J'ai entendu dire par un ami commun qu'il avait déménagé dans une autre région pour un nouvel emploi il y a environ 3 mois, ce qui m'a apporté une tranquillité d'esprit supplémentaire. Toute cette expérience m'a tant appris sur la façon de reconnaître les dynamiques relationnelles malsaines. Avec du recul, je peux voir les signaux d'alarme que j'ai manqués ou écartés, les petites critiques qui ont progressivement augmenté, les tentatives de contrôler mon apparence et mon comportement, la façon dont il formulait ses demandes comme étant pour mon bien ou comme des tests de mon engagement envers lui. Le mois dernier, j'ai croisé la sœur de Julien dans un café. Apparemment, elle était en ville pour rendre visite à des amis. Nous avons eu une conversation brève et étonnamment cordiale. Elle a mentionné que Julien avait commencé à voir un psychologue après qu'elle et plusieurs autres membres de la famille l'aient confronté sur ses schémas comportementaux. Bien que je sois heureuse qu'il reçoive de l'aide, j'ai clairement indiqué que je n'avais aucun intérêt à renouer avec lui, même en tant qu'ami. Elle a compris et respecté ma limite. Mes frères et ma mère continuent d'être incroyablement solidaires. Nicolas vient parfois me voir, et je vais chez ma mère pour dîner 2 fois par mois. Mathieu et moi avons maintenu notre tradition de dîner hebdomadaire, et il est devenu l'un de mes plus proches confidents. La semaine dernière, il m'a présenté un de ses amis qui a récemment emménagé dans la région. Le courant est bien passé et nous avons prévu de faire une randonnée ce week-end, juste en tant qu'amis pour l'instant, mais c'est agréable de se sentir prête à rencontrer de nouvelles personnes à nouveau. Quelques personnes ont demandé si je regrettais de ne pas avoir essayé plus fort d'arranger les choses avec Julien ou si je pensais avoir réagi de manière excessive à la question des poils. Ma réponse est toujours un non ferme. Ce que j'ai vu au début comme une demande isolée et bizarre faisait en fait partie d'un schéma plus large de comportement contrôlant. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. C'est une leçon que je n'oublierai pas. Pour quiconque lisant ceci qui pourrait être dans une situation similaire, que ce soit à propos de poils ou de toute autre forme de contrôle, sachez que vous méritez un partenaire qui respecte votre autonomie et vous aime tel, que vous êtes. La bonne personne ne vous lancera pas d'ultimatum sur votre corps et n'essaiera pas de changer des aspects fondamentaux de qui vous êtes. J'envisage l'avenir avec optimisme. Ma vie est très différente de ce qu'elle était il y a 6 mois, mais de la meilleure des façons. Certains jours sont encore difficiles, mais la plupart sont remplis d'un travail que j'aime, de gens que j'aime et d'un sentiment de liberté dont je n'avais pas réalisé qu'il manquait quand j'étais avec Julien. Merci à tous ceux qui ont offert soutien et conseils tout au long de ce parcours. Vos mots m'ont aidé à trouver la force de quitter une situation qui devenait de plus en plus toxique, et je vous en serai toujours reconnaissante. Quant à moi et Max, nous nous débrouillons très bien tous seuls, profitant de notre vie poilue exactement comme la nature l'a voulu.